et bienvenue dans cette première émission de la 3e année de Médiatique, l'émission d'information proposée par France Lyme sur l'antenne de RCF 61. On va commencer l'année par un sujet qui est dans l'air du temps, puisque depuis quelques mois, on entend de plus en plus parler des co-infections de Lyme. Alors rappelons que la maladie de Lyme, c'est une maladie infectieuse qui est causée par une bactérie, Borrelia, transmise par des piqûres de tiques. Alors on parle de co-infection parce que leur existence a été d'abord décelée chez les malades de Lyme, et particulièrement chez les malades qui présentent des symptômes persistants, qui résistent au traitement. Et donc il est apparu que ces malades chroniques sont souvent co-infectés, c'est-à-dire qu'ils souffrent d'infections multiples et pas seulement d'une infection par la Borrelia. Et beaucoup de ces maladies sont transmises également par les tiques. Alors, tout le monde connaît le sigle MST, maladies sexuellement transmissibles. Là, on va parler des MVT, c'est-à-dire des maladies vectorielles à tiques, des maladies transmises par les tiques. Donc, c'est le sujet du jour et pour nous en parler, notre invitée est le docteur Muriel Vessier-Tossa, qui est directrice de recherche à l'INRA. Madame Vessier, bonjour. Bonjour Sophie. Alors, votre sujet de recherche, ça concerne les maladies vectorielles à tiques. C'est un sujet sur lequel vous travaillez depuis longtemps. Oui, ça fait environ, on va dire, une quinzaine d'années que je travaille, non pas sur les maladies, mais sur les agents pathogènes transmis par les tiques. Voilà, donc moi j'ai été recrutée à l'INRA en 2001 et je travaille sur ces agents pathogènes depuis tout ce temps-là. Oui, la distinction que vous faites entre agents pathogènes et maladies, c'est que vous étudiez les organismes qui provoquent ces maladies, mais vous n'étudiez pas les maladies elles-mêmes. Chez les gens, vous n'étudiez pas leurs symptômes, donc tout l'aspect médical, c'est pas votre approche. Exactement. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, pour les gens qui n'ont pas suivi les émissions précédentes, nous rappeler en quelques mots ce que c'est qu'une tique et son cycle de vie et de quelle manière ça peut interférer avec nous? Alors oui, tout à fait. Alors, d'abord, il faut s'entendre sur ce qu'on entend par tique. Un tique, c'est au niveau mondial, c'est plus de 800 espèces différentes. Donc le cycle biologique des tiques est complètement différent d'une tique à l'autre. Donc moi je vais vous parler de la tique qui est la plus importante en Europe en termes de santé publique, et qui est Ixodes ricinus, et qui est la tique qui transmet les agents pathogènes qui vont causer la maladie de Lyme, et bien d'autres, donc on en parlera tout au long de cette émission. Donc Ixodes ricinus, c'est une tique qui a pour hôte naturel les animaux, sur lesquels elle va se nourrir de sang. Donc elle va mordre ou piquer les animaux, se gorger de sang pour vivre en fait. Elle a besoin de manger du sang pour vivre. Et l'homme peut être un hôte d'Ixodes ricinus, mais c'est en général un hôte accidentel, puisque les hôtes naturels de ces tiques, ce sont les animaux. Et je pense que c'est très varié pour les Ixodes ricinus, justement. Vous dites les animaux, mais justement, c'est énormément d'animaux différents. Exactement. Donc, Ixodes ricinus est capable de se nourrir à peu près sur tous les animaux qu'elle peut rencontrer. Ça peut être des petits rongeurs ou des petits mammifères, ça peut être des oiseaux, ça peut être des lézards par exemple, ça peut être des hérissons, ça peut être des animaux de plus grosse taille, notamment des sangliers, des cervidés. Votre chien aussi peut être infecté par ces tiques, vos chats. Donc voilà, elle a aucune préférence d'hôte, elle va se gorger sur tout ce qu'elle trouve. Donc la tique, Ixodes ricinus, en fait son cycle de vie est un cycle de vie à 3 phases, donc 3 stades, un stade larvaire, un stade nymphal et un stade adulte. Et la tique a besoin de se nourrir une fois et une seule fois par stade. Donc la larve va se nourrir une fois sur un animal. Une fois qu'elle est gorgée, et le gorgement, la prise de repas sanguin va durer plusieurs jours. Et une fois qu'elle est repue, que la tique est complètement gorgée, elle se détache de l'animal, tombe dans la végétation, va changer de stade et si elle est une larve, va devenir une nymphe, qui ensuite va devoir se nourrir à nouveau. Et lorsqu'elle doit se nourrir, elle va grimper sur des brins d'herbe et être à l'affût d'un animal qui passe. Et lorsque un animal ou l'homme passe à proximité de la tique va l'infecter, va le mordre et se nourrir de sang. Et les tiques, donc Ixodes ricinus, vivent en général dans les endroits humides, avec une température, en fait les tiques Ixodes ricinus sont actives lorsque la température est entre 10, on va dire, et 25 degrés. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas des tiques lorsqu'il fait moins de 10 degrés ou plus de 25 degrés, mais c'est le champ de
température où l'activité des tiques est maximale. Donc voilà, dans les tiques, on les retrouve partout où on trouve des animaux, et en particulier des animaux sauvages. Donc cela peut être dans les forêts, et c'est quand même le biotope naturel de la tique Ixodes ricinus, mais ça peut être également dans vos jardins, si vos jardins sont colonisés par des petits animaux, ou même il y a des jardins où il y a des cervidés qui peuvent passer occasionnellement. Il y a des oiseaux qui survolent vos maisons, et les tiques peuvent se retrouver donc dans vos jardins ou dans les parcs. On trouve des tiques dans les parcs dans les grandes villes d'Europe. Et un dernier détail, il faut rappeler quand même que les tiques sont petites, surtout dans les premiers stades, et donc on les voit pas forcément. La taille, oui, d'une tique au stade larvaire, c'est la taille d'une tête d'épingle, c'est tout petit. Et lorsqu'elle nous pique, elle va prendre son repas sanguin pendant plusieurs jours, à l'inverse des moustiques qui piquent, qui prennent leur repas sanguin en quelques secondes et puis qui s'en vont. Et en général, la piqûre de moustique, on la sent. Là, la piqûre de tique, elle est complètement indolore parce que la tique, pour pouvoir se nourrir pendant un laps de temps long, elle a dû développer des stratégies pour qu'on ne la remarque pas. Et du coup, lorsqu'elle vous pique, elle injecte en même temps des substances anesthésiantes, ce qui fait que vous pouvez être piqué par des tiques sans vous en apercevoir. Et en général, on s'en aperçoit quelques jours après le début du gorgement parce que la tique va grossir et son volume, sa taille peut se multiplier de plus de 50 fois entre le début et la fin du gorgement. Donc en général, on s'en aperçoit à la fin du repas sanguin lorsque la tique a grossi, mais parfois on peut ne pas s'en apercevoir et on peut être piqué par des tiques sans s'en apercevoir. Donc ça, c'est tout à fait fréquent. Alors donc, on va parler maintenant un petit peu des différents agents pathogènes qui peuvent être transmis par les tiques. Actuellement, donc on connaît la maladie de Lyme, on en parle de plus en plus souvent, mais il y a un certain nombre d'autres maladies qui peuvent être transmises par les tiques, qui sont connues, démontrées, transmissibles par les tiques. Est-ce que vous pourriez donner en gros le nombre d'espèces différentes qui peuvent être transmises par les tiques ? Alors, en ce qui concerne les Borrelia, on sait qu'en France circulent au minimum 5 espèces différentes de Borrelia qui sont responsables de la maladie de Lyme. Il y a une autre Borrelia qui est une petite cousine des Borrelia qui donne la maladie de Lyme, mais qui va donner d'autres symptômes, qui s'appelle Borrelia miyamotoi. Ensuite, il y a des bactéries qui appartiennent au genre Rickettsia, qui vont donner des rickettsioses, des bartonelles également, des parasites comme Babesia, et puis des virus, et en particulier le virus de l'encéphalite attique. Donc tout ça cumulé, on doit être à peu près à une trentaine d'espèces différentes d'agents pathogènes connus et que peut transmettre la tique Ixodes ricinus. Et donc cette liste est amenée à s'allonger d'année en année. Par quel phénomène en fait on rajoute petit à petit des organismes pathogènes ? Ça se passe comment en fait ? Comment est-ce qu'on les découvre ? Alors c'est vrai que de nouveaux agents pathogènes transmis par les tiques sont découverts un peu tous les ans. Et la liste s'allonge d'année en année. Par exemple, le dernier en date, c'est pas en France, c'est aux États-Unis, c'est le virus de Bourbon qui a été décrit en avril 2015. Donc il y a un virus mortel qui a tué des Américains piqués par des tiques. En Europe, je peux vous citer l'exemple de la bactérie Neoerlichia micurensis, qui est une bactérie qui a été identifiée pour la première fois chez l'homme dans des cas humains en Suède, dans des malades qui s'étaient fait piquer par des tiques. Et donc on a détecté cette bactérie, qui était une nouvelle bactérie qu'on a décrite à cette occasion-là, qu'on a recherchée ensuite dans les tiques parce que ces personnes avaient été piquées par des tiques et ils avaient conservé les tiques. Donc on a pu analyser la présence de ces bactéries dans les tiques. On l'a retrouvée dans les tiques et ensuite on a recherché cette bactérie à la fois chez des animaux sauvages, on l'a retrouvée dans les rongeurs et depuis on a montré que cette bactérie avait pour hôte naturel et pour réservoir des rongeurs et on a également pu faire des études rétrospectives parce que dans nos congélateurs on peut avoir des extraits de tiques qui peuvent remonter à plusieurs dizaines d'années, notamment ce sont des collègues en Slovénie qui ont identifié ces bactéries dans des tiques qui dataient des années 60. Donc ça veut dire que c'est une bactérie, ce n'est pas une nouvelle bactérie, c'est une bactérie qui existait, mais qu'on n'avait jamais identifiée, qu'on n'avait jamais pu identifier à l'heure actuelle. Donc voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on découvre ces nouveaux agents pathogènes, ces nouvelles bactéries. Ce ne sont pas des nouvelles bactéries, mais on les découvre de manière un peu tardive. Il pleut
dans ma chambre, j'écoute la pluie de septembre qui tombe dans mon lit. Le jardin frissonne, toutes les fleurs ont pleuré pour la venue de l'automne et pour la fin de l'été. Mais la pluie fredonne sur un rythme joyeux. Tip et tap, tip top et tip et tip tip et tip et tip top et tap. Voilà ce qu'on entend la nuit, c'est la chanson de la pluie. Vous écoutez Médiatique avec comme invité aujourd'hui le docteur Muriel Vessier-Tossa qui travaille donc sur les organismes présents dans les tiques. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail de vos recherches. Généralement, on demande aux scientifiques de donner des informations et pour ça, ils s'appuient sur les conclusions de travaux scientifiques. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui de détailler, ce sont les méthodes que vous utilisez justement pour faire ces études et pour avoir des données que vous transmettez ensuite. Par exemple, dans votre laboratoire, donc vous travaillez sur les tiques, vous devez déjà commencer par récolter des tiques. Oui, exactement. Donc en fait, dans la première étape de notre travail, c'est d'aller récupérer les tiques dans leur milieu naturel. Donc on va récolter les tiques en forêt ou dans les parcs et on récolte les tiques par une méthode qui s'appelle la méthode du drapeau, en fait qui consiste à promener dans la végétation un morceau de tissu blanc. Blanc pas parce que les tiques aiment particulièrement la couleur blanche, mais parce que on peut ensuite, une fois que les tiques se sont accrochées sur ce fameux drapeau, on peut les visualiser. Les tiques, elles sont plutôt sombres et donc du coup on les voit très bien sur un tissu clair. Donc on promène ce drapeau donc dans la végétation. Pourquoi ? Parce que les tiques, lorsqu'elles sont à l'affût, elles vont grimper sur des brins d'herbe et se mettre à l'affût, donc à l'attente d'un animal ou d'un homme qui va passer à proximité de ce brin d'herbe. Et du coup, lorsqu'on passe le drapeau, en fait, c'est un leurre pour la tique. Elle pense que c'est un animal et elle va s'agripper au drapeau. Donc on passe le drapeau et ensuite on peut récolter directement les tiques qui étaient à l'affût sur la végétation sur notre drapeau. Donc une fois qu'on a fait ça, on rentre au laboratoire et la première étape va être d'identifier les espèces de tiques que nous avons récoltées. Donc nous travaillons particulièrement et majoritairement sur Ixodes ricinus, mais on peut récolter d'autres espèces de tiques. Il y a d'autres espèces de tiques qui sont présentes en France. Donc en général, on les conserve, ces tiques-là, et on travaille plus particulièrement sur Ixodes. Donc sur ces Ixodes récoltés en forêt, on va les laver, donc les nettoyer pour éliminer tous les contaminants qui pourraient se retrouver sur la cuticule des tiques, pour pouvoir étudier de manière très spécifique les agents pathogènes et pas évidemment les contaminants de l'environnement. Donc on les lave, ensuite on les broie, ensuite on extrait l'ADN des tiques et c'est à partir de cet ADN que nous allons rechercher les agents pathogènes que nous recherchons classiquement. Et vous pouvez aussi les garder en élevage ou en tout cas en survie dans votre laboratoire avant de les broyer, parce que là, vous passez directement au broyage, mais vous avez aussi peut-être moyen d'en conserver pour plus tard ou pour faire d'autres études. Alors, soit effectivement, on peut les conserver vivantes. Ça se conserve très bien parce que les tiques peuvent rester des mois, voire des années sans se nourrir. Donc elles vont pouvoir rester là tranquillement. Il faut qu'on les mette dans un environnement humide, il ne faut pas que ce soit trop sec, mais elles peuvent être conservées sur une paillasse à 20 degrés dans un tube avec un morceau de coton humide par exemple. C'est tout à fait idéal pour conserver les tiques. Et les lieux où vous prélevez les tiques, vous allez les chercher où vos tiques? En fait, vous avez des endroits où vous allez souvent? Alors, on a commencé nos études dans une forêt en particulier, qui est la forêt de Sénart, qui est au sud de Paris, que nous avons choisie pour 3 raisons majeures. La première, c'est qu'elle est à côté de notre laboratoire, à quelques dizaines de kilomètres, donc c'est pratique lorsqu'on doit partir chercher des tiques à peu près presque toutes les semaines, donc c'est tout à fait pratique. La deuxième raison, c'est parce que
C'est une forêt qui est très visitée. C'est l'une des forêts les plus visitées en France par l'homme. Du coup, étudier les tiques et les agents pathogènes qu'elles véhiculent était très important en termes de santé publique et pour avoir une idée du risque que les personnes qui se promènent dans la forêt de Sénart en particulier courent. Et puis la troisième raison, c'est parce que nous avons des collègues au Muséum d'histoire naturelle qui travaillent, eux, sur les populations de rongeurs qui sont présentes dans la forêt de Sénart et nous avons pu utiliser leurs données pour corréler ce que nous trouvons chez les tiques et nous pouvons rechercher ces agents pathogènes et en particulier dans les rongeurs qui sont dans la forêt de Sénart. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous avons choisi cette forêt. Donc ça c'était initialement, et c'est quand même notre terrain d'étude favori. Mais nous avons d'autres lieux en France où nous allons rechercher des tiques et notamment nous avons un projet qui a pour objectif d'étudier la densité des tiques et les micro-organismes qui sont associés à ces tiques dans différents biotopes en France et d'évaluer donc les différences de densité au cours des ans. Donc on va dans des forêts donc dans la région lyonnaise, également toulousaine, dans le sud-est de la France, dans la région de Montpellier, Clermont-Ferrand et Nancy. Et là on travaille en collaboration avec des laboratoires qui sont présents à côté de ces forêts. Et c'est à partir d'études comme ça ponctuelles faites dans une forêt, je sais pas, peut-être une dizaine de forêts en France, vous essayez d'avoir une idée de ce qui se passe globalement, mais c'est donc des données qui sont quand même assez partielles. Tout à fait. C'est le problème en fait d'avoir des données qui seraient étendues sur tout le territoire français, c'est que pour faire ça il faut évidemment des moyens, à la fois des moyens humains, aller collecter des tiques ça prend du temps et des moyens également financiers. Et pour l'instant c'est pas du tout envisageable à l'heure actuelle de pouvoir avoir des données sur la France entière. Mais ce qu'on sait c'est que en revanche on peut assez facilement extrapoler et on sait que même si on travaille dans des forêts bien particulières, on sait que s'il y a des animaux présents dans un endroit particulier, si les conditions, on va dire, de climat sont réunies, de végétation également, on peut extrapoler. Mais c'est vrai qu'on n'a pas des données précises sur l'ensemble du territoire français, ça c'est sûr. Alors une fois que vous avez récolté donc les tiques, vous m'avez dit tout à l'heure, vous les broyez pour en fait rechercher à l'intérieur de ces tiques la trace, la présence de micro-organismes. Et comment vous allez repérer en fait les micro-organismes qui sont à l'intérieur de ces tiques? Alors on détecte leur ADN. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on va rechercher de manière spécifique des morceaux d'ADN qui sont en fait des signatures de telle ou telle espèce bactérienne. Donc pour cela, on utilise des petits morceaux d'ADN qu'on appelle des amorces et qui vont reconnaître des séquences bien particulières, donc qui sont des séquences spécifiques de telle ou telle autre bactérie. Et ensuite, on va amplifier grâce à des enzymes particulières, on amplifie cet ADN et on va ensuite pouvoir donc l'analyser, le visualiser. Et si on arrive à amplifier l'ADN en utilisant des amorces qui sont spécifiques de telle ou telle bactérie, cela voudra dire que dans notre extrait de tique, nous avons de l'ADN de telle ou telle bactérie. Oui, parce qu'on va revenir un petit peu quand même sur la technique. Quand vous broyez la tique, en fait, vous allez avoir un mélange de toutes sortes de molécules qui étaient présentes dans la tique, dont de l'ADN, mais de l'ADN de la tique et de l'ADN d'un petit peu tout ce qui est à l'intérieur de la tique. Donc vous avez moyen d'extraire cet ADN, mais là vous avez de l'ADN qui est tout mélangé en fait. Voilà. Et donc, s'il y a de l'ADN de micro-organismes, il va être présent en toute petite quantité. Et c'est pour ça que vous avez besoin de l'amplifier, en fait, pour pouvoir le caractériser après. Voilà. Et donc, c'est une fois vous multipliez l'ADN qui se trouve, mais en fait, vous sélectionnez l'ADN que vous allez multiplier grâce aux fameuses amorces. Voilà. Et donc ces amorces, en fait, donc c'est que vous savez ce que vous allez utiliser comme amorce. Donc il faut que vous, quand vous analysez en fait cet ADN, cette technique-là en particulier nécessite que vous sachiez en fait ce que vous voulez chercher à l'intérieur de ce mélange d'ADN. Exactement. En général, donc, on va rechercher, je vous ai dit qu'on connaissait une trentaine d'espèces à la fois bactériennes, parasitaires et virales qui peuvent être transmises par Ixodes ricinus. Et on va rechercher, grâce à des amorces donc spécifiques de ces 30
espèces différentes, les différentes espèces. Donc on recherche évidemment que ce qu'on connaît ou que ce à quoi nous nous attendons. Et donc ça vous permet par exemple de faire des études de prévalence et de comparer justement c'est-à-dire la prévalence, le pourcentage de tiques qui sont porteuses de telle ou telle infection, par exemple d'une forêt à l'autre, savoir s'il y a plus de Borrelia, plus de Babesia, etc. Mais ça va être pour les organismes qu'on connaît déjà. Et en fait, vous, votre laboratoire, il est un peu connu pour avoir justement mis récemment en évidence la face cachée de l'iceberg, c'est-à-dire finalement tout ce qu'on ne connaît pas encore. Est-ce que vous pouvez nous expliquer par quelle technique vous pouvez finalement trouver des choses nouvelles et pas seulement ce qu'on connaît déjà? Voilà, donc en fait, nous, on est parti de cette hypothèse, et en fait, qui n'était pas vraiment une hypothèse, c'était de se dire que, en fait, on découvre un peu des nouveaux agents pathogènes, un peu tous les ans dans les tiques qui sont pathogènes, soit pour l'homme ou pour l'animal, et on s'est dit, nous, on aimerait bien aller explorer l'inconnu, en fait. Qu'est-ce qu'il y a dans les tiques que nous ne connaissons pas et qui pourraient être susceptibles d'infecter l'homme ou l'animal. Donc, on a utilisé des techniques qui sont tout à fait récentes, qui consistent à faire du séquençage à haut débit de tout l'ADN qui est présent dans une tique. Donc on va séquencer l'ADN de la tique, mais on va séquencer aussi l'ADN des micro-organismes. Alors je vais vous interrompre juste 2 secondes pour qu'on explique ce que c'est que le séquençage. L'ADN, en fait, c'est ce qui contient l'information génétique et cette information, en fait, c'est un code et on a une succession d'éléments de base dont l'ordre est ce qu'on appelle la séquence, en fait, c'est l'ordre de succession de ces éléments. C'est ça qui contient, en fait, l'information qui permet ensuite à l'organisme de fabriquer tout un tas de choses, dont ses protéines surtout. Et ça, cette information-là, elle est spécifique d'une part de certaines espèces, mais elle est même spécifique à l'intérieur d'une espèce de certains individus, par exemple. Et pour que les gens puissent se repérer, c'est le même genre de technique qui permet d'identifier un criminel en police scientifique. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Donc, en fait, on va avoir l'information sans a priori sur la présence de quoi que ce soit. On va avoir donc des séquences de tout ce qui est dans la tique, y compris son propre ADN, le propre ADN de la tique. Et ensuite, donc, on va aller comparer ces séquences à des informations qui se trouvent dans les banques de données. Il faut savoir que, en fait, beaucoup de laboratoires, une fois que des nouvelles bactéries ou des nouveaux micro-organismes sont identifiés, ils sont séquencés, donc on a accès à leur génome, à leur ADN, et ils sont répertoriés dans des banques de données et qui sont accessibles via Internet. Donc on interroge ces banques de données pour savoir si les séquences qu'on retrouve dans nos tiques, eh bien ce sont des séquences qui sont connues. Donc on va ainsi pouvoir identifier dans nos tiques des séquences qui appartiennent à des bactéries connues, mais qu'on n'aurait pas forcément recherchées dans les tiques. Et à côté de ça, on va également retrouver des séquences qui ressemblent à des choses connues, mais qui ne sont pas ces choses connues. Et en général, ces séquences-là, en fait, on peut dire que c'est proche de choses connues, de micro-organismes connus, mais ce ne sont pas ces micro-organismes réellement. Ce sont des choses qui sont proches et donc probablement de nouveaux micro-organismes. Et donc, quand on fait ce genre d'études dans les tiques, et en particulier dans Ixodes ricinus, on a été assez surpris parce que finalement, on trouve que 80% des séquences virales, donc issues des tiques, appartiennent à de probables nouveaux virus. Et c'est un peu la même chose pour les parasites et pour les bactéries, où 50% des séquences de bactéries et 50% des séquences qui sont apparentées à des parasites appartiennent à de probables nouvelles bactéries ou de nouveaux parasites. Donc, en d'autres termes, la tique héberge beaucoup de micro-organismes qui sont à l'heure actuelle encore inconnus et dont on ne connaît pas la fonction, on ne sait pas à quoi ils servent et on ne sait pas aussi s'ils sont potentiellement pathogènes pour l'homme ou les animaux. Oui, parce que là, après, c'est vrai que c'était impressionnant de voir la quantité d'organismes inconnus, en fait, qui existent dans la tique. Après, ces organismes-là, il y en a probablement une quantité qui sont totalement inoffensifs pour nous. Par contre, effectivement, parmi ces nouveaux organismes qu'on ne connaît pas, il y en a peut-être qui provoquent des symptômes chez l'homme et qui sont responsables actuellement de certaines maladies, de gens qui sont malades, sans qu'on puisse en trouver la cause. Alors, comment on peut imaginer l'étape suivante? Comment peut-on démontrer que tel ou tel organisme est pathogène? Et dans ce cas-là, en plus, vous n'avez que des séquences d'ADN. Il y a déjà une étape très importante sur laquelle rien n'est possible, c'est d'isoler le microbe qui correspond à cet ADN, en fait, et de le cultiver.
Tout à fait. Donc la première étape, c'est d'essayer d'isoler ce micro-organisme. Donc ça, c'est en général assez compliqué, mais on peut isoler ces micro-organismes et c'est ce qu'on essaie de faire. Donc une fois qu'on les a isolés, pour essayer de voir si la tique est capable de transmettre, la première étape, c'est de savoir si la tique est capable de le transmettre. Donc on peut recréer au laboratoire tout le cycle de transmission des micro-organismes par les tiques et c'est ce que l'on fait. Donc la première étape, c'est d'identifier si la tique est capable de transmettre ce micro-organisme, à savoir est-ce qu'elle est capable de l'acquérir au moment de son repas sanguin, est-ce qu'elle est capable de le relarguer au moment d'un deuxième repas sanguin. Donc ça, c'est des choses que l'on fait en routine au laboratoire. Donc ça, c'est le premier indice. Ça ne veut pas dire non plus que le micro-organisme en question est pathogène. La deuxième chose, c'est d'aller le retrouver, d'aller le rechercher chez des animaux sauvages. Parce qu'en général, les animaux sauvages sont des réservoirs des agents pathogènes transmis par les tiques. Donc, on va rechercher ces agents pathogènes chez des micro-mammifères ou des mammifères de plus grosse taille. Mais là, c'est un peu la pêche à la ligne aussi, parce qu'on ne sait pas exactement dans quelle espèce aller rechercher ces micro-organismes. Et enfin, la dernière chose, c'est d'aller regarder si on retrouve ces micro-organismes chez des patients ou chez des animaux qui sont malades et qui ont été piqués par des tiques. Et tout ça, ça va permettre d'allonger la liste dont on parlait tout à l'heure, des espèces pathogènes transmises par les tiques, d'allonger la liste des MVT. Alors, vous avez parlé de réservoir, on va préciser un petit peu justement ce que c'est qu'une espèce réservoir, parce que il est rarissime, probablement ça n'arrive jamais qu'une tique prélève une maladie dans un être humain pour l'injecter ensuite à un autre être humain au stade suivant. Donc, pour qu'une maladie à tique touche les êtres humains, il faut qu'il y ait des espèces réservoirs qui vont maintenir le pathogène et qui vont servir de source en fait, de source inépuisable pour que les tiques s'infectent et ensuite nous infectent. Donc qu'est-ce qui fait une espèce réservoir? Eh bien, en fait, il faut que l'espèce en question soit susceptible, puisse être infectée par l'agent pathogène en question. Donc, elle doit être réceptive à cet agent pathogène. En général aussi, l'infection ne doit pas causer la mort de l'animal, parce que sinon, s'il meurt tout de suite après avoir été infecté, il ne peut pas être un réservoir. Donc, en général, les animaux réservoirs des agents pathogènes transmis par les tiques sont des porteurs sains de ces micro-organismes. On ne s'aperçoit pas, ils ne sont pas malades. Ils portent le micro-organisme de manière asymptomatique. Ensuite, il faut que le micro-organisme puisse être accessible à la tique lors du repas sanguin. Donc, ça veut dire qu'il faut que le micro-organisme soit présent soit au niveau du sang, donc se retrouve dans le sang de l'animal réservoir, ou au niveau du derme, mais que la tique puisse s'infecter au moment de son repas sanguin. Ensuite, il faut également qu'il y ait un certain pourcentage d'animaux infectés dans la nature pour que le cycle puisse être maintenu. Si uniquement quelques animaux sont infectés sur des milliers présents, eh bien le cycle ne va pas forcément être maintenu. Donc voilà tous les paramètres, on va dire, qui sont importants pour que des animaux puissent être réservoirs d'agents pathogènes transmis par les tiques. Très bien. Docteur Muriel Veissietosa, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Merci à vous.